Vous êtes avec nous dans l'autre camp, Piotr Tolstoï, bonsoir, vice-président de la Douma, bonsoir. Bonsoir Darius, bonsoir. Dans ce dialogue nucléaire, on voit bien que chacun montre sa capacité. On a vu tout à l'heure les F-35 américains déployés dans une base au Royaume-Uni. Vous avez annoncé ce week-end la mise en service du Sarmat. Quel est le message que ça représente à vos yeux ? C'est très clair que la Russie va s'occuper de la sécurité totale du pays et donc il faut pas non plus faire une tragédie. Il y a l'armement déployé autour de nos frontières, l'armement de l'OTAN, depuis la fin de l'URSS. Contrairement à tous les promesses des Occidentaux, la Russie aujourd'hui est entourée par les bases militaires de l'OTAN. Il y a aussi les missiles, il y a les missiles américains en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne. Donc nous, on n'a pas peur. On ne veut pas que les missiles américains seront installés en Ukraine. Et à plusieurs fois, on a proposé de négocier cette question. Mais l'Occident a ignoré toutes les propositions russes, justement pour les raisons que votre interlocuteur a citées, pour les raisons de PNB. Mais je peux vous dire que dans les guerres, c'est pas le PNB qui compte, c'est l'autre chose, c'est plutôt la volonté de gagner. Piotr Tolstoï, en l'occurrence, Piotr Tolstoï, un mot de parenthèse. De gagner cette guerre. Un mot de parenthèse, vous dites les Occidentaux, etc. En l'occurrence, ce sont les Ukrainiens qui sont un peuple souverain. Et un peuple souverain, les Français l'ont montré avec la bombe, a le choix d'avoir sur son sol sa bombe ou une autre bombe. Il y a des peuples d'Europe qui ont des bombes américaines. Est-ce que vous acceptez ce libre choix ? Non, bien sûr, on ne va pas accepter l'idée que l'Ukraine va adhérer à l'OTAN ou à l'Union européenne. Ça, c'est exclu. Donc, l'Ukraine va perdre cette guerre. Et même malgré le soutien de l'Occident, malgré le soutien de l'OTAN, malgré les 100 milliards de dollars qui ont été dépensés pour la machine de guerre en Ukraine depuis le début de l'opération russe, malgré tous ces efforts, l'offensive ukrainienne, le fameuse offensive ukrainienne dont on a parlé depuis des mois, c'est un désastre historique parce qu'ils ont avancé à 2-3 kilomètres dans la zone grise. Mais ils n'ont pas même franchi la défense russe. Ce que vous Donc, dites, Piotr on Tolstoï, va attendre que cette offensive se termine. Chacun sa croix. Il y a des problèmes dans les deux camps, des morts dans les deux camps. On a vu qu'il y a une progression ukrainienne dans le sud, ça c'est un point, et les pierres dans votre jardin. Alors, la source n'est pas neutre, c'est le renseignement anglais, ça je vous le concède. En revanche, les preuves qui sont données, elles, sont là, elles sont factuelles, sur le fait que la Russie va jusqu'à recruter des étrangers et des migrants en dehors. Premier salaire, 5 000 $, salaire mensuel de 2 000 $. Quand on en arrive là, quand il faut aller chercher, par exemple, au Kazakhstan des combattants, est-ce que pour vous, ça n'est pas un terrible aveu d'échec ? À mon avis, comme vous avez cité déjà les chiffres des morts, ça c'est les chiffres qui sont basés sur n'importe quoi. On n'a pas la vraie information, on ne peut pas l'avoir que l'opération dure. Mais l'histoire avec les gens que la Russie cherche à l'étranger et les Ukrainiens qui ont des centaines de mercenaires polonais, des mercenaires européens dans leurs troupes et qui sont aujourd'hui prisonniers de guerre en Russie. Vous n'avez pas l'idée de comparer les choses ? Vous n'imaginez pas que les habitants de l'ex-URSS vont soutenir la Russie dans ce conflit? Piotr Tolstoï, pardon, la possibilité. Ce ne sont pas des suppositions. Pardon, la fuite des Russes, il faut rappeler ces images, on les a tous dans l'œil. Ces centaines de milliers de Russes, ils ont voté avec leurs pieds, comme on disait des Allemands de l'Est à l'époque, qui ont quitté votre pays. Ces gens-là, ces images-là, c'est pas une invention du renseignement britannique. Ce sont des Russes qui vous quittent. C'est la matière grise, c'est la matière neuve de votre peuple. Beaucoup de jeunes très éduqués, etc. Est-ce que ça n'est pas la meilleure preuve que votre guerre, non seulement est criminelle par beaucoup d'aspects, mais contrariée par les Russes ?
Darius, j'ai bien compris votre message. Malheureusement, techniquement, je ne peux pas voir l'image, mais je connais cette image que vous l'utilisez pour illustrer la fuite des jeunes Russes de la Russie. Ce sont Je peux des vous faits. donner en chiffres. Il y en a environ 120 000 Russes qui ont quitté la Russie au moment de la mobilisation. Et il y en a aujourd'hui 60% d'entre eux qui se sont revenus en Russie. Mais vous pouvez bien sûr continuer à raconter les centaines des milliers, les pertes des générations, etc. Mais Piotr Tolstoï, pardon, nos équipes étaient à la frontière. Nos équipes étaient là à la frontière. C'est pas une invention, c'est pas une vue de l'esprit. En Europe, ils vont pas retourner en Russie. Piotr Tolstoï, on va parler des milices de type Wagner notamment. Est-ce que oui ou non, vous êtes vice-président de la Douma, vous avez un rôle très important au cœur de l'État russe. Est-ce que c'est un objectif pour vous de reformer des milices, pas forcément comme Wagner, mais similaires à Wagner? Est-ce que vous le souhaitez? Mais la France est la légion étrangère. Pourquoi la Russie ne peut pas avoir et donc les Anglais et les Américains, ils ont aussi. Donc pourquoi la Russie ne peut pas avoir les structures pareilles, paramilitaires, mais qui ne dépendent pas la Légion étrangère, les dirigeants de la Légion étrangère française n'arborent pas des insignes nazis comme Outkin et ils ne se montrent pas avec des masses en train de simuler de tuer des gens. On ne parle pas tout à fait de la même chose, mais sur votre volonté, est-ce que oui ou non, vous voulez recréer une milice? Cher Darius, je peux vous dire que les dirigeants de Légion étrangère français ont commis autant de crimes en Afrique sans même mettre n'importe quoi sur leur dos, que je ne peux pas entrer dans cette discussion. Tolstoï, vous êtes libre de votre parole, mais vous ne pouvez pas dire ça, pardon. Les militaires français ont perdu des dizaines d'hommes dans la lutte contre le djihadisme, notamment. Et on ne peut pas absolument laisser dire ce que vous avez dit sur l'armée française. Mais laissons ça de côté. Sur le fait de recréer une milice, est-ce que c'est toujours un but pour vous? Je vous laisse dire les mensonges sur l'armée russe. Pourquoi vous ne me laissez pas dire ce que je pense de la Légion d'honneur? Vous l'avez dit. Légion étrangère. Pourquoi vous oubliez de la politique de néocolonialisme français en Afrique? Aujourd'hui, vous voyez les résultats à Niger, à Gabon, etc. Donc, vous allez voir la suite si vous allez ignorer le problème. Parlons-en. Vous êtes journaliste, vous devez savoir bien combien de crimes ont commis les représentants des légions étrangers français. Est-ce que c'est un vœu, puisque vous parlez de ça, au Niger et dans d'autres pays, puisque, hélas, il y a beaucoup de coups d'État qui se sont succédés depuis des années, est-ce que c'est un vœu assumé de faire progresser l'influence russe, en l'occurrence au Niger? Darius, en fait, le problème, c'est que la France continue à mener une politique de néocolonialisme en France, en Afrique, malgré toutes les affirmations sur la démocratie, sur l'aide économique, etc. En quoi, pardon, au Niger? Non, mais Piotr Tolstoï, en quoi il y a du néocolonialisme au Niger? Multicivilisation. Donc, c'est politique de multipolaire. On respecte l'histoire, on respecte les traditions, on respecte des valeurs des Africains. Et d'ailleurs, historiquement, la Russie a eu de très bonnes relations avec la plupart des pays de l'Afrique. Je regrette que la France a subi un échec sur ce continent, un échec définitif malgré tous les efforts de Macron de dire que tout va bien. Donc, tout ne va pas bien du tout et ne va pas bien aller non plus. Pas définitif, on verra la suite de l'histoire, notamment au Niger. On aura l'occasion d'en reparler, mais puisqu'on parlait des milices et vous faisiez la comparaison, il s'est passé en Russie des choses qui ne ressemblent pas tellement à ce qui se passe en France ou ailleurs. Prigojine, Outkin, qui saute dans un avion, qui a tué Prigojine? J'en sais rien. Pour l'instant, l'enquête n'est pas finie et donc on va le savoir. Vous inquiétez pas parce que le président Poutine a dit que l'enquête sera très détaillée et on aura tous les détails dès que ça serait fini. Donc vous savez bien que l'enquête sur le Boeing hollandais, ça a duré combien? 2 ans. Donc laissez le temps. Piotr Tolstoï, vous êtes francophone. Vous connaissez bien l'Europe de l'Ouest et évidemment la Russie.
vous souriez vous-même de ce que vous venez de dire, la coïncidence entre la révolte de Prigojine et sa mort 2 mois plus tard? Vous croyez que c'est... donc vous voulez, avec tous les mythes que vous distribuez sur la Russie ces derniers 2 ans, donc vous pouvez très bien distribuer aussi le mythe que le pouvoir russe a tué Prigojine. Ça, il n'y a aucun problème, Darius. Vous êtes déjà si loin de la vérité que vous pouvez affirmer aux téléspectateurs que c'est comme ça. Et donc, je ne veux pas maintenir cette discussion. J'ai aucune compétence de vous citer les faits, etc. Donc, il y aura l'enquête, la fin de l'enquête, et donc on verra bien pourquoi l'avion a sauté. Il y a un passif, évidemment. Le fait que, et certains disent on aurait dû se réveiller plus vite en Europe de l'Ouest, le fait que la Russie se soit comportée en régime tueur, c'est ce qui s'est passé avec Litvinenko. Au Royaume-Uni, enquête très poussée, puisque vous parlez d'enquête, là l'enquête a tout à fait abouti au Royaume-Uni, où on a montré que Litvinenko a été tué par vous. Moi, je n'ai aucune raison de croire à l'enquête qui a été menée en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne soutient, comme d'ailleurs la France, soutient le régime néo-nazi en Ukraine avec l'argent, avec le soutien moral, etc. Et c'est grâce à ce soutien qu'aujourd'hui, l'Ukraine encore résiste, soi-disant. Mais ça ne va pas durer longtemps. Et donc, tous les histoires sur Litvinenko, sur Navalny, sur Boutcha, toute cette propagande qui n'a rien à voir avec la réalité, moi, je ne veux pas entrer dans cette discussion parce que vous manipulez toujours les faits, en fait, qui n'ont pas eu lieu. C'est l'enquête, c'est l'enquête du Royaume-Uni, un gouvernement élu par une grande démocratie parlementaire, le plus vieille démocratie parlementaire du monde. Mais passons. Sur ces assassinats ciblés, le fait que beaucoup considèrent, avec des preuves à l'appui, que la Russie soit un État tueur, qu'est-ce qui va se passer autour de M. Poutine et de M. Zelensky? Beaucoup d'informations sur le fait que, et l'Ukraine le dit très ouvertement, c'est Boudanov. Ils examinent la possibilité de tuer Poutine. Et précédemment, le numéro 2 de leur service disait que Vladimir Poutine était une cible prioritaire. Mais, pardon, d'une certaine façon, c'est vous qui avez commencé. Il faudra même rappeler les informations extrêmement précises qu'il y a eu sur le fait que vous ayez essayé de tuer Volodymyr Zelensky. Est-ce que c'est toujours un but pour vous? Darius, vous avez formulé une question brillante, mais je peux vous répondre par un pronostic que la plupart des gens en Russie va soutenir. Le pronostic, c'est simple. Monsieur Zelensky va courir derrière un avion américain, comme on a vu à l'Afghanistan, comme les talibans ont couru derrière les avions américains. Et donc, Monsieur Poutine va gagner l'opération militaire spéciale. Pardon, il n'y a aucune menace physique pour personne. Et donc, vous inquiétez pas pour M. Zelensky. Il va finir sa carrière politique comme M. Saakashvili. Donc, tranquillement, dans le prison, soit il va partir dans des îles avec le il en est très loin. Piotr Tolstoï, pardon, là vous fanfaronnez, pardon, vous rêviez de prendre la Kiev, non, ça ne s'est pas fait. Je vous rappelle que nous sommes en septembre 2023 et vous n'avez pas réussi à faire avancer votre front. Ça, c'est la réalité du terrain, c'est pas de la fanfaronnade. Non, Darius, vous n'avez pas compris le plan, mais je ne veux pas vous raconter les détails. En fait, l'idée, c'est très simple, c'est attendre le grand succès de l'offensive ukrainienne soutenue par l'OTAN et notamment par la France. Et ce grand succès, je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, comme j'ai déjà dit un peu avant, quand vous m'avez accusé en fanfaronnade que les chars Leclerc et les AMX français seront brûlés. Donc la plupart est brûlée lors de cette offensive en Ukraine. Et il y a une partie qui est partie chez les spécialistes russes techniques vers l'Oural. On étudie votre équipement militaire. Mais je peux vous dire que cette guerre, elle amène l'argent à ceux qui produisent de l'armement. Il amène l'argent à des journalistes qui
répète les narratifs américains, mais il va amener à la chute économique dans l'Union européenne. Piotr Tolstoï, on n'en est pas là. Pour l'instant, pardon. Déjà obligé d'acheter. C'est plutôt de votre côté que sont les difficultés économiques. Je me permets de vous rappeler. Vous vendez, par exemple, du pétrole beaucoup moins cher maintenant à vos interlocuteurs à l'Est, en Asie. L'argent, le robinet d'argent qui est si important pour vous, il est en grande partie tari. C'est vous qui souffrez davantage que nous, pour l'instant. Non, Darius, vous savez qu'aujourd'hui, 50% de gaz acheté en Europe, c'est le gaz russe, mais ce n'est pas le gaz qui est amené par les tubes, hein, c'est le gaz en liquide. Donc, après l'acte terroriste ukrainien sur le Nord Stream, on ne peut pas, malheureusement, vendre en Europe le gaz par le tube. Mais par contre, notre gaz, le gaz russe, est toujours acheté par l'Europe. Et quand vous parlez des robinets, on a énorme demande du gaz et du pétrole en Chine, en Inde et dans des autres pays. Aujourd'hui, 2/3 du monde entier est avec la Russie. Malgré les mythes de l'isolation de mon pays, que vous êtes en train de répéter chaque soir. Monsieur Tolstoï, c'est pas vrai. Monsieur Tolstoï, oui. Je rappelle que vous êtes francophone, vous suivez forcément et bien ce qui se passe en France. Les déclarations de Nicolas Sarkozy, elles ont été saluées par le président Poutine dans une déclaration qui a été très reprise ici. Comment, d'abord rappelons bien les choses, Nicolas Sarkozy condamne votre agression de l'Ukraine. Là-dessus, il est sans nuance, mais il dit aussi qu'il viserait à ce que l'Ukraine ne soit ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne. Comment est-ce que vous avez reçu de sa part, ancien président de la République française, ces propos ? Écoutez, moi je trouve que M. Sarkozy a l'expérience politique. N'oubliez pas qu'il a participé dans le règlement du conflit avec la Géorgie, après l'agression géorgienne contre les peacekeepers russes. Et donc, il connaît bien la façon et, si vous voulez, les raisons des politiciens russes qui, aujourd'hui, sont en train de prendre une décision difficile sur l'opération spéciale. Et ce qui vous dit qu'il condamne l'agression russe en Ukraine, aujourd'hui, n'importe quel politicien occidental ne peut rien dire sans condamner l'agression russe. Oui. Mais ça va changer. Ça s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les politiciens européens vont changer. En attendant, est-ce qu'on est trop crédule ? Pardon, il y a un passif en France. On peut rappeler 1000 exemples. Le général de Gaulle, en 1966, il va chez vous. Il parle d'une grande Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Il y avait des espoirs. 2 ans plus tard, vous envoyez vos chars à Prague. Vous écrasez la souveraineté et la liberté à Prague. Est-ce que ce scénario ne se répète pas sans cesse derrière tous les propos que vous pouvez tenir ? Si vous voulez, les analogues historiques, donc on peut aussi vous répondre que vous avez envoyé vos chars dans les pays souverains, Irak, Afghanistan, Libye, etc. Et donc, ça ne vous a pas empêché de continuer à répéter tous les slogans sur la démocratie, liberté et souveraineté. Donc, ce qui concerne l'idée de Gaulle, c'est très joli, mais ça n'a été jamais appliqué parce que les Européens, ils voulaient jamais avoir l'Europe de l'Atlantique jusqu'à Vladivostok ou jusqu'à l'Oural, de Lissabon jusqu'à l'Oural. Non, ça c'est des slogans, mais très jolis, très bien. Moi, même, il y avait une période dans notre histoire quand la plupart des Russes croyaient à ça, et on a beaucoup fait pour ça, mais malheureusement, on a été arnaqué de façon cynique par les politiciens européens avec le coup d'État en Ukraine que vous avez soutenu à 2014. Ça résiste donc, pas. Vous inquiétez pas. On va ça n'est pas vrai. On ne peut pas dire non plus n'importe quoi. Il y a eu des élections en Ukraine. Elles ont été vérifiées par les observateurs internationaux. Ce sont des faits. Ça, vous ne pouvez pas le nier absolument. Mais puisque vous parlez de guerre d'agression, quand même, Darius, une comparaison. Moi, je m'en fous.
je m'en fous des observateurs européens et je crois qu'il n'y a aucune autorité chez les politiciens européens qui ont garanti à l'ex-président de l'Ukraine qu'il n'y aura pas de conflit. Et le lendemain, il y avait un coup d'État en février 2014. On a vu cette concentration de l'hypocrisie, notamment M. Fabius a participé, il peut vous confirmer comment ça se déroulait, ces négociations. Et donc, on a vu déjà à plusieurs reprises et l'élargissement de l'OTAN et le coup d'État en Ukraine et tout ce que l'Occident a fait ces derniers 2 ans, ça nous prouve encore une fois qu'on ne peut pas malheureusement bâtir avec vous rien. Nous, on va bâtir notre civilisation à part, malgré les pronostics très pessimistes que vous êtes en train de dire, mais malgré tout ça, chez nous, tout ira bien. Vous inquiétez pas. Je vous invite à Moscou. Venez, on va parler tranquillement à Moscou. Laissez-vous interrompre quand même qu'on puisse poursuivre une interview. Sinon, là, vous parliez de guerre d'agression. Est-ce que, et là c'est le regard de l'histoire, est-ce que vous n'êtes pas dans tous les cas perdant Vous rappeliez qu'il y a eu des guerres d'agression occidentales, c'est un fait. Bush, l'Irak, 2003, une guerre d'agression, un crime d'agression contre l'Irak qui n'avait pas du tout attaqué les États-Unis, mais le résultat, ça a été quoi ? Les États-Unis qui sont sortis plus faibles, plus détestés que ce qu'ils étaient précédemment. Est-ce que ça n'est pas l'erreur historique que vous êtes en train de commettre ? Vous menez une agression contre un pays souverain et la haine contre la Russie grandit. Vous la voyez partout. Beaucoup de pays même qui se réfugient, et on les comprend, dans le giron de l'OTAN. Les Finlandais, les Suédois, tant de pays qui étaient neutres ou hésitants, qui vous détestent. Darius, nous, on est préoccupés par la sécurité de notre pays, par la sécurité de nos gens, qui vous de attaquez notre peuple. Qui vous attaquez ? Des Finlandais, des Suédois et de la France. Les Finlandais, les Suédois, les Français ne vous attaquez pas. Les Ukrainiens non plus d'ailleurs. C'est ce qu'on veut, Darius. C'est ce qu'on veut, c'est que en cas de lancement de missiles, on aura plus de 10 minutes pour répondre et pas 3 minutes. Qui sera le cas si les missiles américains seront déployés en Ukraine. Et on s'en fout de toutes les conséquences que vous avez citées. La haine va finir après notre victoire. On va entrer en Kiev, on va boire avec vous une tasse de café sur Krishchatik. Vous en êtes très loin. Rediscuter vous êtes très loin de Kiev. Cet sujet quelques années plus tard. Est-ce que vous êtes sûr que la haine disparaîtra si vite ? J'aimerais que vous regardiez avec nous ce document. C'est un document extrêmement fort. C'est un père de famille à Mariupol. On va le voir un peu plus tard. Un père de famille à Mariupol qui a documenté jour par jour, la destruction de Mariupol. Des dizaines de milliers de morts. Cette cité qui a été vraiment annihilée. Vous êtes un descendant de Tolstoï. Il y a dans Guerre et paix un passage terrible où Tolstoï dit la haine, la réaction contre l'occupant français, c'est ça qui a déterminé la guerre. Ceux qui ont vu leur maison détruite, tous les habitants de Mariupol, est-ce que forcément ils ne vous haïssent pas à jamais ? Darius, je peux vous dire que toutes les guerres, c'est très mauvais, on connaît bien, et de l'histoire et de la littérature. Ce qui concerne la haine, vous pouvez adresser cette question à l'ambassadeur Volker, avec lequel vous avez entretenu tout à l'heure, parce que la haine contre les Américains, aujourd'hui, domine toute la région et tous les pays où ils ont mis leurs pieds. Ce qui concerne Mariupol, aujourd'hui, c'est une ville qui est reconstruite. Et dans 2 ans, ça serait. Alors vous avez reconstruit quelques bâtiments, pardon. C'est une ville martyre. Je vous invite aussi à Mariupol. C'est ça. Et nous y sommes allés à Mariupol. On voit cela à Mariupol. Et évidemment, à grande partie, ce sont des crimes de guerre. Un dernier mot, s'il vous plaît. Voilà, ces images notamment. Un dernier mot sur le risque de guerre conventionnelle. J'aimerais encore vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. On voit à quel point la crainte existe chez beaucoup de gens sur le continent qu'une guerre conventionnelle se déroule. Est-ce que selon vous, c'est possible qu'il y ait entre l'OTAN et la Russie une guerre conventionnelle ?
Si l'OTAN va mettre le pied sur le territoire ukrainien, évidemment, ils seront éliminés et donc ça va déclencher la troisième guerre mondiale. C'est ce que je ne comprends pas dans votre question. Quand vous parlez de guerre conventionnelle, cela veut dire que vous croyez pas à l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est ça? J'ai bien compris ça. Non, ça veut dire qu'on le voit ici en Ukraine, pour l'instant, il y a une guerre conventionnelle qui se déroule de manière extrêmement dure dans un pays qui est souverain et que vous occupez, la Crimée y comprise. Piotr Tolstoï, merci d'avoir été l'invité de LCI. On va entendre Galia Ackerman. Merci d'avoir été là. Je vous en prie, Galia Merci. Ackerman. Merci et bonne soirée à vous.